Merci, monsieur le modérateur. Et je ne sais pas si j'aurai la même dextérité que mes trois premiers confrères, on va dire. Ou frères. Parce que parler de l'importance et la place du Biéré et le culte Melan dans la société fan, en quelques minutes, relève d'un exercice, on va dire, assez titanesque quand même. Parce que le Biéré et le Melan, c'est la religion fan en général. Et en parler en quelques minutes me semble assez capillotracté que je vais quand même y essayer. Alors, lorsqu'on me contacte pour cette petite communication, on me parle de la Renaissance et quand. Or, quand on revient à la Renaissance au XVIe siècle, c'est le moment où les Européens, après 1400 ans de sommeil, après 1400 ans de travail pour Dieu, se demandent si Dieu ne pouvait pas travailler pour eux. C'est ça la Renaissance. Alors il a fallu donc utiliser les connaissances modernes, les mélanger ou les ajouter aux connaissances des Grecs antiques, des Latins antiques. C'est cette mixture-là qui a fait la Renaissance et c'est ce qui a fait en sorte que l'Européen décolle et qui nous sert de modèle et qu'il nous sert de modèle aujourd'hui. Tout ça pour dire qu'il est, lorsqu'on parle de la Renaissance et quand, qu'il est assez difficile ou impossible de séparer le cultuel du culturel. Les camps peuvent-ils se développer en étant chrétiens? C'est ça tout l'exercice auquel je vais me livrer en vous parlant du Biéré et du Melan dans la société Eka. Alors, j'ai envie de vous parler des origines en premier point. Vous donner quelques jalons lexicaux et la pratique culturelle. Deuxièmement, essayez de faire la différence entre le Biéré et l'Onkouk. Et enfin, dédiaboliser le Biéré et le Melan pour une renaissance certaine des écarts. C'est ça, en fait, le petit exercice auquel on va se livrer. Alors, pour parler des origines, et en croire Jean-Marie Obam, qui a écrit Les Bêtises du Gabon et d'ailleurs, en 2 tomes, on ne peut pas parler de croyances chez les Bétis, le nom originel de ce que nous appelons femmes aujourd'hui. On ne peut pas parler de croyances chez les Bétis sans faire un bref retour à l'antiquité égypto-phénicienne. Monsieur le modérateur, je pense qu'il en sait quelque chose. Alors, on parle à l'origine d'une matière incréée et chaotique en perpétuel désordre. Alors, cette matière incréée, la civilisation égypto-phénicienne l'appelle Bohu. Et Tohu Bohu viendrait de cette expression-là. Ensuite, du souffle que la civilisation égypto-phénicienne appelle Roua, qui planait au-dessus du chaos. L'union de ces deux principes fut appelée Shefet, c'est-à-dire
le désir qui est à l'origine de toute création. C'est cette trinité-là, cosmique, qui permet d'établir la comparaison de la cosmogonie femme, Betty, avec la cosmogonie égyptienne. On parle de trinité parce que, le diseur d'Envet nous a entretenu tout à l'heure, lorsqu'on parle de la création, on parle des yo qui, pour se libérer, a trouvé le moyen de jeter comme ça un œuf de cuivre qu'on a appelé akingos. C'est pour cela que chez les femmes, le fer ou le cuivre est le maître, le premier des fers. Donc, l'œuf de cuivre, pour se développer, avait besoin d'intelligence. Premier point, premier point de la Trinité. Premier élément. Alors, l'intelligence seule ne suffisant pas à l'œuf de cuivre, il a demandé à Io de lui ajouter de la volonté. Intelligence et volonté réunies, l'œuf de cuivre ne put se développer comme il le voulait, et il a demandé un troisième élément à Io, ce fut la puissance. C'est ainsi que volonté, puissance et intelligence réunies, l'œuf de cuivre à Kingos se mit à grossir, devenir incandescent et exploser. C'est ce que les Blancs appellent le Big Bang et que nous on appelle la Targa. Donc cette trinité-là, on ne peut pas l'oublier lorsque nous voulons parler du culte Melan et du Biéri en général. Alors la trinité ici revient, et Madame Tsam l'a dit, revient à évoquer Nanongwa. Parce que Nanongwa, fille de Ngwazan et sœur de comment il s'appelait, Manongwa, a dû épouser son frère. Parce que Abata, la mère de Manongwa et de Nanongwa, leur avait dit: n'allez pas épouser ailleurs de crainte de souiller mon sang. Alors, Manongwa, l'aîné, le garçon, a épousé Nanongwa, la fille, la cadette. Et ils ont donné lieu à la progéniture. Alors donc, les trois éléments sont donc Manongwa, Nanongwa et leur progéniture. Et c'est en mourant que Nanongwa dit à ses enfants: ne m'oubliez jamais. Ne m'oubliez jamais. Lorsque l'un d'entre vous aura des problèmes, des soucis, qu'il crie à Nanongwa et il verra. Et pour que cela arrive, vous devriez garder mes ossements quelque part. Et c'est ça le premier Biéri. C'est cela le premier Biéri. Alors, lorsqu'on parle des origines, en premier point, on arrive au deuxième point, c'est-à-dire celui des jalons lexicaux et la pratique culturelle. Retenons que pour ce qui est du Melan, je préfère commencer par le Melan avant d'arriver au Biéri, qu'on a évoqué tout à l'heure. S'agissant du Melan, c'est un culte. Et dès qu'on parle du culte de Melan, on perçoit en filigrane la primauté des anciens en tant que prêtres et patriarches, seuls habilités à présider la prière faite aux mânes des ancêtres à l'occasion de diverses circonstances de la vie
Cette prière est précédée généralement par la présentation d'offrandes. C'est le rôle qui fait d'eux le guide du groupe, dans la mesure où ils sont les intermédiaires entre les ancêtres et la communauté des vivants. C'est pourquoi dans la société Fan, et ça c'est selon Esona Tomongwan, les plus vieux le connaissent en tant que maître Soria, Dieu en question. Dominique Esona Tomongwan dit que le Melan, ce culte des ancêtres est essentiellement religieux. Donc, ce n'est pas un rite ou une secte, c'est essentiellement religieux. En réalité, il a des effets dans le système politique. C'est dans la perpétuation du groupe. Et on ne peut pas dire, a priori, que le religieux n'est pas politique. Souvenons-nous, pardon, de cette parole de Pierre Claver à Kenningue, dans Considérable, toute religion sert une politique. Nous pensons donc en effet qu'on ne peut pas parler de religion chez les Fans sans parler du culte Melan et par voie de conséquence du Bieri. L'on comprend alors qu'il faut d'abord introduire l'adepte avant qu'il ne participe au culte proprement dit. Et c'est ce que Sira et Togo nous a dit tout à l'heure. L'introduction de l'adepte, c'est d'abord par le père, ensuite Bowu, et enfin l'initiation au Melan. L'initiation se fait par le canal de la plante Alan, dont le pluriel est Melan. C'est une légumineuse, dont le nom scientifique est Hilodendron gabonense. On s'initie une fois pour toute la vie. L'initiation peut se faire au même moment et en un même lieu pour plusieurs mvon. L'mvon ici, c'est le candidat à l'initiation. Il y a d'abord la confession du mvon reçue par 2 ou 3 des plus anciens du village, qui sont tenus au secret le plus absolu de ce qu'ils auront entendu. Puis, ils amènent le mvon à un marigot où ils procèdent à une cérémonie de purification. C'est cette cérémonie de purification qu'on appelle bizazon. Quand vous entendez le proverbe du Angabou bizazon, c'est ça, la purification. Qui ressemble fort à un baptême dans le style du baptême de Jean-Baptiste. Il y a en effet un besoin de purification dès lors qu'on va rencontrer les ancêtres. Alors la force de l'eau et la vertu des simples se trouvent liées à la force de Dieu pour atteindre la forme sacramentale. Le mvon placé dans le marigot est aspergé avec des plantes rassemblées en forme de goupillons. Cette aspersion est accompagnée de paroles d'exorcisme avant de verser de l'eau sur sa tête. Il complète lui-même son bain par la suite. On lui fait manger quelques pincées d'herbes triturées et hachées menues aux vertus spéciales avant de l'emmener à l'endroit réservé pour la cérémonie proprement dite qu'on appelle Ngounumelan. Le Ngounumelan est une large allée dans un coin de forêt à proximité du village et garnie de bancs de part et d'autre du passage central et entourée de murs précaires renouvelables chaque fois que c'est nécessaire, évidemment. Au fond, au premier quart de l'enceinte, il y a un mur ou un grand rideau qui forme une pièce qui ressemble bien à un sanctuaire, puisque c'est à son centre que sont déposés tous les troncs, sacs et urnes contenant les reliques.
C'est dans le reste de l'enceinte que se prépare tout ce qui va servir à l'initiation et où l'on installe l'omvon. N'ont accès à ce lieu et n'y restent en permanence pendant l'initiation que des initiés de haut niveau, après plusieurs jours, les initiés de haut niveau, oui, après plusieurs jours de sévère continence. C'est à eux qu'incombe la lourde responsabilité d'initier et de surveiller l'omvon. Les musiciens, initiés et non initiés, se tiennent loin du mvon car le moment est solennel. Il ne faut rien risquer qui mette sa vie en danger. La cérémonie proprement dite commence très tôt au lever du jour. Le grand initiateur fait faire la généalogie du mvon, s'arrêtant à chaque nom d'ancêtre pour lui recommander l'omvon. Il termine cette longue invocation par cette formule rituelle. C'est Zame Yemebaraki, avant de quitter les hommes, a allégué la lane aux femmes pour établir le contact avec lui. Et il faudrait retenir cela. C'est Zame Yemebaraki, en quittant les hommes, a allégué la lane aux femmes pour établir le contact avec lui. Zame Yemebara, en quittant la terre, quittant les hommes, n'a pas laissé Jésus-Christ ou Mahomet ou qui aux femmes pour établir un contact avec lui. Et à l'adresse du mvon, ce conseil est donné. C'est interdit. Tu ne devras manger aucune herbe. Va au village de Zame Yemebara. Fais un bon voyage. Retiens les avis, les conseils et les interdits qui te seront donnés. Que cela soit ainsi. C'est ainsi, reprennent les assistants. Le fameux Amen de la Bible. C'est après ces prières que l'on commence à donner à manger la lane au mvon, au milieu des chœurs de Menzang. Et là, nous avons deux sortes de Menzang. Menzang, balafon ou xylophone, qui sert d'accompagnement aux cérémonies de Melan, s'appelle Menzang Molobiang, ou Menzang Mobiang tout simplement. Ce sont ces Menzang qu'on mettait par terre avec des troncs de bananiers. Contrairement à Menzang Yekaban, qu'on porte aux hanches pour pouvoir faire des cérémonies, on va dire, païennes par rapport aux cérémonies de Melan culturelles. À noter que l'on dit plutôt manger Melan parce que la préparation est faite de plusieurs pieds de l'arbuste. Après un temps assez long, on instille omvon dans les yeux une préparation connue des initiateurs. Puis il continue de lui donner à ingérer la potion de Melan tout en surveillant ses réactions, ce qui amène à régler la quantité. Il peut alors soit arrêter, soit continuer à donner. Quand l'omvon tombe dans le coma, l'initiateur vérifie par le procédé du tison ardent sur l'ongle de l'orteil du mvon. Celui-ci réagit. Ce n'est qu'un simple assoupissement. On le réveille et l'on continue à lui donner le Melan. Si au contraire, il n'y a plus de réaction, c'est le vrai départ. Alors on demande une musique de Menzang Molobiang en sourdine pour entretenir une ambiance de recueillement pendant le voyage du mvon au pays des Bokun. C'est-à-dire, le son du Menzang n'est plus très fort, il est maintenant très, très, très souple, très, on va dire, doux. À l'exemple, on va dire, du Mozart et autres. Alors, l'omvon découvre qu'il existe une autre vie meilleure que la précédente. Et c'est de là-bas, de ce monde, qu'il aperçoit derrière une barrière qu'on lui donne certaines consignes de morale.
il ne se trouve pas dans ce milieu, il le voit de loin et tombe en admiration devant cette découverte. C'est le moment culminant pour Lomvon où il entre en communication directe avec les ancêtres. C'est le moment où il reçoit des révélations. Dans son livre Lobieri, ça c'est, je vais citer 13e, il dit tous les Paouins que nous avons interrogés affirment que les prédictions faites aux gens ivres d'Alan par Lobieri se sont toujours réalisées. C'est un blanc qui parle. Pour Lomvon lui-même, quand il entre dans le coma de départ, il a d'abord l'impression que les appels de l'initiateur, comme la musique des balafons, s'éloignent de lui alors qu'il entre dans une zone obscure, comme dans un couloir au bout duquel il aperçoit un point lumineux qui s'agrandit au fur et à mesure qu'il avance, puis il débouche dans une lumière éclatante. Dans ce cadre nouveau, il voit des personnes mortes auparavant qu'il peut ou ne pas connaître. Ceux qu'il ne connaît pas lui sont révélés par une voix dont il ne voit pas l'origine. Il voit également ceux qui sont détenus, pieds et mains liés par des chaînes, sous un jour moins clair, et il lui est expliqué les motifs pour lesquels ils sont prisonniers. Et par-dessus tout, il voit des ancêtres de sa lignée, mais à un moment, il ne peut voir l'ancêtre Zame Yemambara, à aucun moment. Une voix lui montre très loin sa résidence et il est séparé de cette cité soit par un fleuve, soit par une clôture, ou un tout autre obstacle qu'il ne doit pas franchir, sous peine d'y rester pour toujours, ce qui constituerait un grave accident pour les initiateurs. C'est dire que Lomvon mourrait pendant l'initiation, s'il osait franchir cette clôture. De tels accidents sont plutôt rares, très rares. Il est donc difficile de décrire le sentiment de quiétude et de bonheur qui envahit Lomvon dans cette extase. C'est pendant le voyage, dit-on, au sortir dans la lumière que l'on explique et impose au Lomvon des interdits personnels, tandis que ceux à caractère général seront expliqués par les aînés initiateurs, c'est-à-dire à son réveil. Après un temps jugé suffisant par les spécialistes, il est demandé aux musiciens d'augmenter l'intensité de leur partition. Ils font alors intervenir à la fois balafon, tam-tam et chanteur pour faire revenir Lomvon. Ce dernier reprend conscience petit à petit, entend la musique et les appels s'amplifier progressivement et il se relève en sursaut en répondant. Il éprouve une impression de tristesse et sent brusquement le manque du cas de bonheur dans lequel il était quelques instants auparavant. Et, sentiment plus profond, il a la conviction maintenant qu'il y a une vie après cette vie et que la mort n'est qu'un passage vers cet autre monde. Je cite Tsra et Tourno. Contrairement aux Occidentaux impressionnés par le concept de mort de l'Église catholique, qui est celui d'un fait absolu, les femmes considèrent que la mort n'est pas un fatum. Je parle sous le contrôle de Abba, le modérateur. Mais un état transitoire, un passage au-delà duquel il s'agit de parvenir. D'ailleurs, le rite assurant l'initiation au Melan démontre la continuité de la vie dans l'au-delà. Ceux qui meurent ne sont pas morts, n'est-ce pas très bien? L'initiation dure généralement une journée. Le soir venu, Lomvon est complètement remis et il passe la nuit dans Longunmelan, à proximité du sanctuaire où sont déposées les reliques, en compagnie de ses initiateurs, tandis que la fête commence au village où les jeunes gens passent la nuit à danser. Le lendemain matin, on découvre Lomvon des reliques pour lui montrer notamment celles correspondant aux ancêtres qu'il déclare avoir vus pendant le voyage.
Donc, les femmes disent que Zama Yemobar, les gars, la LAN, à leurs ancêtres, qui eux le virent. C'est donc une tradition qui remonte à des temps immémoriaux. Cet arbuste, pour la mystique femme, est plus important que toutes les essences de la forêt. Où il y a des groupements de melanes, c'est un petit exemple, une petite illustration. Là où il y a des groupements de melanes, ne poussent pas les bambous. Donc, les femmes établissent une hiérarchie entre les arbres pour vous donner l'importance de la lane. Et ils disent, je vais dire ça enfant, Nzigwa tarontu et l'edze d'atarovan, bilebisibia taralan. C'est ça la hiérarchie des essences chez les femmes. Alors, parmi les interdits que l'on notifie aux nouvelles initiées, celui sur lequel on insiste surtout est les rapports libidineux, et tout le monde le sait, pendant le jour. C'est-à-dire entre 5h30 du matin et le coucher du soleil. Si on veut recouvrir la renaissance, nous ne le faisons plus. On explique également que la transgression de cet interdit, comme de certains autres, rompt le lien médiumnique. C'est pour cela que les vieillards, désormais libérés des préoccupations de la chair, sont plus fréquemment saisis par les ancêtres pour communiquer avec la société. Le contact avec les esprits requiert une grande chasteté, et l'initié qui veut conserver ce lien doit non seulement respecter les interdits, mais aussi savoir de temps en temps rester continent. Le culte de Melan est, en d'autres termes, le culte des ancêtres représenté par l'Obieri. La liturgie du culte comprend un culte domestique et un culte public. Le culte domestique est célébré par chaque père de famille qui prie pour toute la communauté familiale. À cette occasion, il présente aux mânes des ancêtres des offrandes et demande leur bénédiction avant d'entreprendre une action importante ou pour conjurer malchance et malheur ou toute autre calamité dans le cadre restreint de la famille. Le culte public, pour sa part, a lieu principalement à deux occasions. Quand les anciens observent que tout va mal dans le village et surtout quand il va falloir purifier ce village-là. Alors, pour la fête et les offrandes au Melan, les plus jeunes sont alors chargés de tuer les animaux et les femmes de la cuisine. Une fois la préparation terminée, tous les plats sont présentés dans l'Ongunu Melan. Le tout est exposé au sanctuaire où se trouvent toutes les reliques. Pendant cette séquence, l'officiant présente en détail tous les motifs du sacrifice et formule la demande de bénédiction et les chances souhaitées. On ne peut faire l'initiation au Melan que dans sa tribu et dans celle de sa mère. En effet, il est nécessairement, avant de procéder à l'initiation, d'établir le lien généalogique avec les ancêtres qui vont intervenir et qui recevront la prière de recommandation qui a été indiquée. Or, le jeune femme a deux arbres généalogiques, celui de sa tribu et celui de ses oncles maternels par l'intermédiaire de son grand-père maternel. Le culte Melan est donc circonstanciel et événementiel, toujours précédé de l'arbre généalogique pour établir le lien biologique avec l'ancêtre intercesseur. C'est pourquoi, à l'occasion de chaque grand problème, on requiert l'intervention des ancêtres. L'Obieri, à ce moment, joue le rôle de moniteur qui rassemble la famille, la communauté, qui le garde et qu'en retour, il protège. Et c'est par cette transition que nous en venons au Bieri. Parce qu'il y a souvent une confusion entre ces deux. Le Bieri n'est pas un culte. Quand on parle de la religion Fang, on parle du Melan comme la religion Fang.
l'Obieri n'est qu'un moyen par lequel on pourrait accéder à l'au-delà, à partir de la religion qui est le Melan. Alors, on procède d'abord par la divinisation de l'ancêtre pour qu'on ait l'Obieri. L'ancêtre devenu Kon, il n'est pas mort, il est devenu Kon, dont les reliques sont gardées dans un réceptacle préparé à cet effet et matérialisé par l'Obieri. Dans l'Obieri, le crâne n'est qu'un double visible du cône invisible et se confronte ainsi à l'ancêtre. L'ossement, en tant que partie anatomique de l'ancêtre, n'a de puissance que si l'on voit à travers lui l'esprit de celui auquel il est rattaché. Il joue le rôle de la momie dans l'Égypte antique. Chez les femmes, le rite de la divinisation consiste à passer la relique dans 2 bains. La première nuit, on la place dans un bassin contenant des plantes aux vertus diverses. Le lendemain, on la lave et la place dans un autre bain autrement composé. Le premier bain sert à la purifier et à la rasséréner, tandis que le second libère puissance et attributs divers. Au cours de ces bains successifs, la relique requiert des vertus qui l'assimilent, si nous pouvons user de l'expression, à un émetteur qui fait que l'offrande ne peut être valablement en contact avec l'ancêtre que par l'intermédiaire de la relique qui le représente. L'Obieri est donc une ou plusieurs reliques d'ancêtres conservées pieusement dans un but religieux. L'ancêtre, il est l'ancêtre divinisé et représente le moyen par lequel l'offrande communie avec l'être suprême. Alors, après ces jalons lexicaux et la pratique culturelle, nous allons nous intéresser à la dédiabolisation aussi bien du Béri que du Melan. Toute religion sert une politique, comme le dit Pierre Claver à Kenenge. Et le colon, lorsqu'il arrive, et tout, on le disait tout à l'heure, sa première préoccupation est d'annihiler toutes nos velléités agressives. Et la religion était l'un de nos piliers pour pouvoir affronter l'ennemi. Le blanc, ici, en particulier. Et c'est tout dont on nous a dit tout à l'heure qu'on était arrivé au blindage. On était arrivé au blindage. Et c'est ce blindage-là, justement, qui a effrayé le colon lorsqu'il arrive. Et ce blindage, c'est ce blindage qu'on appelle, merci, Biambedoun. On pouvait vous planter un couteau qui se cassait, qui se brisait. La hache pareil, tout type de fer. Voilà. Et pour combattre cela, le blanc a compris qu'il fallait nous débarrasser de nos croyances, principalement du Melan. Et c'est comme ça qu'il diabolise Melan. Il faut lire les écrits du révérend Père Tri, par exemple. Alors, donc, lorsque le blanc diabolise le Melan, c'est pour arriver à cette fin-là. Et pour mieux nous faire comprendre que c'est un culte satanique. Et c'est là que Bonaventure Mvondor intervient et semble répondre aux Blancs qu'on ne peut comprendre l'essentiel d'une pensée à partir d'un sol extérieur. Parler d'une tradition spirituelle, c'est la saisir de l'intérieur en son propre univers de signification, son champ sémantique comme axe de référence à partir d'une interrogation de l'homme sur son désir d'être.
le sol extérieur ici, c'est le français. Pour parler comme Edgar Maillard est là. Peut-on s'interroger sur l'être femme à partir du français? Peut-on s'interroger sur l'être femme à partir du christianisme? Peut-on s'interroger sur l'être femme à partir de l'hindouisme et bien d'autres? C'est ça, le sol extérieur. Donc, lorsque le blanc vient diaboliser le Melan et le Biéri, il s'appuie sur une confusion. Et cette confusion, la pensée chrétienne l'entretient de nos jours. Au lieu de parler du Biéri, on parle d'une coupe qui résulte d'un autre mode d'acquisition. Parce que pour être relique dans le Nsara-Biéri, l'ancêtre lui-même se donnait. Il recommandait à la communauté d'aller le prendre, selon l'expression consacrée. Et il donnait des indications par rapport à cette prise. Il n'était nullement question de... Comment ça s'appelle aujourd'hui? Ceux qui font les cimetières là. De profanation. Ou de nécrophilie. Ou de nécrophilie. Voilà. Donc, l'ancêtre se donnait et on allait le prendre après 1 an. 1 an après son inhumation. La procédure, j'ai dû supprimer certains passages pour essayer de raccourcir la communication. La procédure, on pourra en discuter tout à l'heure. Donc, lorsque l'ancêtre se donnait ainsi, la communauté restait au corps de garde à réfléchir sur le passage de cet ancêtre sur terre. Était-il bon? Était-il fécond? Qu'est-ce qu'il a fait de bien pour la société, pour la communauté? Si on ne trouvait pas utile d'aller le prendre, on le laissait dormir là où il dormait, tranquillement. Mais il y a toujours des malins génies dans n'importe quelle société. Et c'est ainsi qu'un malin génie du corps de garde qui trouve indécent qu'on ne soit pas allé prendre l'ancêtre qu'il a pourtant recommandé, se dit, moi, je vais le prendre. Et c'est lorsqu'il allait le prendre que l'ancêtre devenait un couc. Or, lorsqu'on allait prendre l'ancêtre, après cette donation, cette autodonation, après la concertation de la communauté, il devenait relique dans le Nsara-Biéri. C'est complètement différent. Et l'Onkouk, ici, est plutôt ce que les Blancs ont privilégié pour diaboliser le culte Melan. Parce que lorsque vous allez prendre l'ancêtre alors qu'il ne vous l'a pas demandé, il va vous exiger du sang, des sacrifices humains. Parce que dans le cadre du Melan, il n'existe pas de sacrifice humain. C'est dans le cadre d'une coupe. Et le Blanc a joué sur cette confusion. Et c'est finalement l'idée d'une coupe qu'il a mis en avant pour qu'on se départisse du Biéri et du Melan. Alors, il nous faut donc dédiaboliser le Biéri et continuer à diaboliser le coupe qui nous amène à la nécrophilie dont a parlé le modérateur tout à l'heure. Alors donc, dédiaboliser le culte Melan pour une renaissance et quand? Et vous allez vous demander, est-ce qu'il y en a encore? Est-ce que ça se pratique encore? Oui, ça se pratique encore. Mais comme le christianisme et, on va dire, la culture du blanc, quoi qu'on dise, a su s'imposer, ça devient quelque chose de secret, extrêmement secret. Parce que le culte Melan conserve des poches. Et chacun, par rapport à sa tribu, peut faire des recherches, il trouvera. Le problème, c'est que, avec tout ce qui se passe, les anciens, lorsque vous les abordez, vont se demander si vous n'êtes pas là pour les piéger ou si vous n'êtes pas là pour utiliser le Melan à d'autres fins. Donc, il va falloir
dédiaboliser le Mélan pour la renaissance des Écans, tel que les Européens du XVIe siècle l'ont fait, en dédiabolisant les pratiques culturelles de l'époque, mettant Dieu au service de l'homme. Le Mélan était célébré lorsqu'on observait des manquements dans la société. Et la réponse était immédiate. Pourquoi ne pouvons pas nous le faire aujourd'hui? Revisiter le Mélan pour amener à la réussite des Écans aujourd'hui, parce que l'enseignant qui vous parle va vous dire que l'Écan est désormais paresseux. L'Écan a maintenant l'état que nous reconnaissions chez les autres. Un élève ou un étudiant Écan aujourd'hui va plutôt vous dire monsieur, les bilobes là-bas, ils aident leurs frères. Pourquoi vous ne pouvez pas m'aider? Or, c'était une tare. L'Écan ne parlait pas en termes d'aide. L'Écan comptait sur lui-même et se mettait au service de la société. Et pour la Renaissance Écan, c'est tout ce que nous devons faire. Je vous remercie. Je pense que quasiment tout a été dit, d'autant que nous avons eu sous nos yeux ce que je peux appeler la guerre entre la volonté de puissance et la volonté de domination. Parce qu'en réalité, la civilisation occidentale est dotée d'une volonté de domination. Mais la volonté de domination participe de ce qu'on appelle la terre brûlée. Donc, allez donc comprendre. La terre brûlée consiste à annihiler tout ce qui peut avoir une posture de concurrence. Voyez, premièrement, donc je ne vais pas loin. L'autre chose est que, à chaque fois quand un Écan parle, il dit Madonna. Alors, le père Mbabesso dit oui, vous ne l'écoutez pas souvent, il y a toujours ce refrain na. Ça vient de Nanongo. Il dit les fans sont nanaïstes. Bon, je crois que on va maintenant laisser la parole à l'auditoire parce qu'il est question de partage. Il n'y a pas de micro, donc nous prendrons. Je vous prie de vous présenter pour que vous ayez le destin et le risque de vous exprimer devant cette assemblée. Et naturellement, vous serez responsable de ce que vous dites. Oui, Tira.